La privatisation de la culture. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, mais savez-vous ce qu'elle signifie vraiment ? En bref, c'est quand le financement de la culture passe du secteur public au privé. Le monde de la culture n'est plus financé par l'État, mais uniquement par des entreprises, des fondations ou des donateurs. Aujourd'hui, beaucoup de structures craignent cette privatisation et à juste titre. À cause de la baisse de subventions, des lieux sont menacés de fermeture comme les maisons de jeunes et de la culture, les agences culturelles, les écoles d'art ou encore les musées. D'autres ont déjà mis la clé sous la porte par manque de financement. C'est le cas de la Maison des écrivains et de la littérature fermée en 2025. En plus de supprimer des emplois, réduire ces subventions a des conséquences directes sur la population. L'offre culturelle est beaucoup moins accessible à cause des fermetures et elle devient limitée. Moins de films, moins de spectacles, moins d'artistes. La variété des œuvres est restreinte par manque de budget. Et puis, porter atteinte à ces lieux culturels empêche de tisser des liens. Les lieux culturels permettent de sociabiliser et aussi d'échanger en dehors, en donnant notre avis sur un chanteur, un peintre ou un réalisateur par exemple. Cette année, près de la moitié des collectivités ont baissé leur budget dans ce domaine par rapport à 2024, d'après le baromètre de l'Observatoire des politiques culturelles. En 2026, le budget de la culture atteint 4,2 milliards d'euros, soit 200 millions d'euros en moins que l'année dernière. Même si les moyens baissent, le rôle du ministère de la Culture reste identique, et ce, depuis sa création en 1959. Il se doit de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. Alors pourquoi l'État tient-il cette fonction et surtout quels enjeux se cachent derrière la privatisation de la culture ? D'abord, privatiser, c'est prendre le risque que chaque citoyen n'ait pas le même accès à la culture. André Malraux, en tant que Premier ministre chargé des affaires culturelles, devait la populariser. C'est ce qu'on appelle la démocratisation culturelle. La culture est donc présentée comme un droit fondamental qui met à égalité tous les citoyens. Selon André Malraux, l'État se charge de la démocratiser car les industries du secteur cherchent avant tout à faire du profit et pas à nous cultiver. Nous assistons à une marchandisation de la culture et non une ouverture au plus grand nombre sans condition de classe sociale. Mais surtout, le risque d'une privatisation de la culture dans la main de ceux qui détiennent le capital, autrement dit ceux qui possèdent des industries culturelles et qui diffusent la culture, c'est que les individus qui imposent une culture dite légitime, des connaissances acceptées socialement et valorisées à l'école. En effet, Pierre Bourdieu repère que chaque individu n'a pas le même rapport au savoir. Le sociologue montre que les goûts culturels ne sont pas innés, mais dépendent de notre milieu social. Parler de culture légitime reviendrait à porter un jugement, à classer les connaissances et à en dévaloriser certaines, comme les mangas, le rap ou bien la pop. Les politiques culturelles permettent alors de valoriser la culture sans aucune distinction. Enfin, la privatisation de la culture pose aussi une question démocratique. Si elle n'est plus une affaire d'État, est-ce que les citoyens ont encore leur mot à dire ? Eh bien, pas vraiment. Si la culture est gérée uniquement par des capitaux privés, les citoyens ne donnent plus leurs avis. Par exemple, les maires sont élus et ce sont eux qui décident de la politique culturelle locale. En tant qu'élus, les députés et le président sont également censés nous représenter et donc porter nos avis en matière de politique culturelle. Un autre enjeu, c'est au niveau national où le ministre de la Culture est nommé par le président de la République, lui-même élu tous les 5 ans. Son ministère se charge, lui, entre autres, de protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel. C'est pour cette raison que Rachida Dati, ancienne ministre de la Culture, voulait créer un National Trust à la française en s'inspirant du modèle britannique. En proposant de créer un National Trust français, l'objectif du Centre des Monuments Nationaux consiste à mieux conserver nos 45 000 monuments historiques. Pour faire simple, cette organisation est une structure privée qui fonctionne principalement grâce à l'adhésion du public. Elle regroupe en Angleterre près de 50 000 bénévoles et leurs dons font la force de l'association. Le National Trust s'affiche aujourd'hui comme l'un des plus grands organismes de conservation européens. Concrètement, l'association protège des réserves naturelles, des villages, des châteaux, des églises, des phares ou encore des pubs. Elle se présente comme un exemple particulier de privatisation de la culture où les citoyens conservent un minimum d'influence. En soutenant ce projet, l'objectif de Rachida Dati est clair, réduire la place de l'État dans le secteur culturel et ce, au profit du privé. L'ancienne ministre s'inscrit ici dans une logique dite néolibérale.
Le néolibéralisme, c'est une doctrine qu'on peut résumer de cette manière. Limiter au maximum l'intervention de l'État dans tous les secteurs. L'économie, la santé, l'éducation et bien sûr la culture. Avec une priorité en tête, le marché et faire prospérer le libre jeu de la concurrence. L'État a pour seul rôle de garantir le fonctionnement du marché. Dans le monde de la culture, cela se produit par une forte concurrence entre chaque acteur. La loi du marché s'impose et les œuvres qui attirent le plus sont priorisées au détriment des autres. Par exemple, un musée ou un cinéma qui n'est pas rentable ne sera pas aidé par l'État et devra fermer. Aujourd'hui, le monde de la culture s'inquiète face à un possible tournant libéral. Le ministère de la Culture se voit critiqué face aux industries culturelles qui prennent de plus en plus de place. La baisse des subventions et le développement du mécénat en sont des causes. En bref, on constate un désengagement de l'État et qui est d'ailleurs encouragé par certains bords politiques. On peut par exemple citer l'extrême droite qui souhaite la privatisation de l'audiovisuel public, jugé trop coûteux et pas assez neutre.